Depuis une vingtaine d'années, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le CRILC, organise une série de rencontres annuelles avec des acteurs et actrices des milieux culturels du Québec. Ces entretiens, qui prennent la forme de balados depuis 2017, sont animés par des chercheurs et chercheuses qui mettent en dialogue les œuvres, les pratiques et les savoirs. Connu jusqu'en 2025 sous le nom Rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC, le projet s'intitule désormais Les Voix de la création pour marquer la vocation interdisciplinaire du centre. C'est dans cet esprit que l'édition 2026 des Voix de la création met en lumière les pratiques pop. Encore souvent réduite à sa rentabilité suspecte ou à une apparente simplicité, la culture populaire gagne à être éclairée à partir de ses spécificités propres et à même les différents usages qui la font exister. Cette série permet de plonger dans la culture populaire à partir de perspectives diverses et ancrées dans les pratiques. Elle se déploie en 4 rencontres où s'entrelacent les regards de chercheurs et chercheuses et les expériences de créateurs et créatrices et de praticiens et praticiennes œuvrant dans des disciplines variées, de la littérature à la muséologie, en passant par la musique et la balado-diffusion. La 4e discussion de la série est consacrée à la place de la culture populaire dans le récit de soi. Au premier coup d'œil, les univers respectifs de la culture pop et de la psychanalyse semblent parfois éloignés. D'un côté, lecture superficielle, plaisir de l'intrigue et obsolescence rapide. De l'autre, introspection, interprétation, association, ressassement. Qu'en est-il des croisements, des frottements discursifs et des voies de passage entre les deux? Pour y réfléchir, le CRILC a invité Louis-Daniel Godin, co-chercheur du Centre et professeur au département d'études littéraires de l'UQAM, où il enseigne les théories psychanalytiques, la littérature québécoise contemporaine et la création littéraire. Il est également directeur de la revue Voix et Images et d'une nouvelle collection aux presses de l'Université de Montréal intitulée « Psychanalyse au présent ». Il est l'auteur de 2 romans publiés aux éditions La Peuplade, Le Compte est bon en 2023 et Cindy 16 en 2025, livres qui sont au cœur du présent entretien. Celui-ci est animé par Mégane Bédard, candidate au doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques à l'UQAM. Chercheuse spécialisée en études sur la culture populaire, elle dirige la collection d'essais Culture vive aux éditions Somme Toute. Elle est l'autrice de l'ouvrage Xénomorphe, Alien ou les mutations d'une franchise, publié en 2020 aux éditions de ta mère, et co-directrice du collectif Pour que tu m'aimes encore, penser nos identités au prisme des mèmes numériques, paru en 2021 aux éditions Somme Toute. Ses recherches doctorales portent sur les usages du récit de soi en études sur la culture populaire, dans ses dimensions affectives, identitaires et méthodologiques. Je suis Mégane Bédard en compagnie de Louis-Daniel Godin. Bonjour. Bonjour. Pour discuter du roman Le Compte est bon, ainsi que de Cindy 16, paru très récemment en octobre 2025 aux éditions La Peuplade. Donc j'aimerais commencer la discussion d'aujourd'hui avec une citation qui figure sur la 4e de couverture de la toute récente édition Bibliothèque québécoise de Le Compte est bon. Donc sur laquelle, au lieu d'un saint présumé du livre, on y trouve des citations pour nous le vendre, avec des éloges, à mon avis, très mérités, tirés de critiques ou d'entretiens. Donc, à ma lecture, j'ai accroché, par contre, sur les mots de Leila Malouf qui écrit dans la presse, et je la cite. Donc, Le Compte est bon est un jeu littéraire surprenant. Audacieux, surtout, puisque Louis-Daniel Godin exige du lecteur qu'il se laisse transporter sans repère dans des scènes tirées de sa mythologie familiale et absorbé dans des souvenirs épars qui sont ensuite déroulés, décortiqués puis ressassés jusqu'à épuisement avant d'être finalement mis en doute. Fin de la citation. Donc, si c'est un portrait assez juste du rapport obsessif et anxieux aux souvenirs, à la mémoire qu'on retrouve dans Le Compte est bon, je pense pas que je suis entièrement d'accord avec l'idée que l'ouvrage est sans repère. Donc, pour quelqu'un comme moi qui a grandi dans une banlieue de Montréal, sensiblement à la même époque, moi, je trouvais qu'il y avait définitivement quelque chose de familier dans les références aux marques et à la culture populaire, comme le IGA, on a la Toyota Corolla, les gâteaux Vachon, le Saint-Hubert, le Club Vidéotron, mais aussi des croyances comme la croyance au Père Noël ou à la numérologie, et même les façons de parler qui reviennent, les conversations, les mots, les expressions figées
et familière. Donc, tous ces éléments-là, tirés, si on veut, de la culture populaire, traversent entièrement le récit de Le Comte est bon. Donc, première question, si on peut concevoir l'autofiction comme l'écriture d'une expérience de vie dans laquelle le lectorat peut se reconnaître, peu importe la véracité des faits présentés, quel rôle joue cette culture populaire dans ton travail d'écriture? Ben, juste avant de répondre directement à cette question-là, c'est drôle parce que je m'étais jamais arrêté sur cette partie de la belle critique de Léa Malouf sur Le Comte est bon. Donc, puis en la relisant à partir des questions que tu me poses, j'avoue que je me suis dit, c'est vrai, il y a quand même beaucoup de repères dans ce texte-là, tu sais. Mais je pense que Malouf fait référence surtout aux repères classiques de l'écriture romanesque là, qui volent un peu en éclats dans mon texte là, mais ça peut comme déstabiliser à la lecture. Donc, mais c'est ça, en effet, sur le plan de l'écriture, j'ai l'impression qu'il y a comme une surabondance de repères tout le temps. C'est comme, c'est ça. Donc, avant même de parler de ces repères à la culture populaire, tu sais, je peux dire que j'écris souvent en revenant toujours sur le même point, comme pour pas qu'on se perde. Puis c'est vrai que les noms de rue, tu sais, je représente Laval aussi. C'est rare que Laval est dans la littérature. Puis donc, il y a plein de repères comme ça qu'on peut retrouver. Mais aussi, je suis un lecteur assez distrait en général. Quand je lis, souvent, j'oublie le lien entre le nom d'un personnage et l'idée que je me suis fait d'un personnage. C'est le rapport entre le nom et la personnalité du personnage. Puis, ça fait en sorte que des fois, je relis, puis on dirait que j'ai voulu écrire le livre que j'ai envie de lire, là, celui dans lequel on se perd pas, parce qu'il y a plein de repères. Puis ça fait en sorte que, je vais écrire dans le fameux chapitre sur la poule aux œufs d'or, par exemple, je vais écrire grand-papa Bi, le père de sa mère, la mère de l'enfant. Là, j'ai un tout petit bout là devant les yeux là. Il a demandé à une de ses filles, la mère de l'enfant, la plus jeune de ses filles, celle qui l'a hébergée durant plusieurs années. Il a demandé à une de ses filles de participer à l'émission La poule aux œufs d'or pour lui, grand-papa Bi, lui qui a choisi de rester au premier rang du public. Donc, il y a comme toujours des repères comme ça. Puis c'est ça. Au départ, c'est vraiment parce que j'avais envie qu'on se perde pas dans le texte. Puis il y a certaines personnes qui m'ont dit le narrateur c'est un enfant, ou il y a un certain handicap, ou il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient un trouble d'attention, puis ça les apaisait de lire ce livre-là parce que justement on se perd jamais, tu sais. Mais donc c'est ça, je vois bien que aussi ce qui revient constamment, les repères qui reviennent constamment sont parfois liés à la culture populaire. Grand-papa Bi ici, Passe-Partout, La poule aux œufs d'or. Donc, quel rôle joue la culture populaire dans mon livre? Ben, déjà, je peux dire qu'avant d'être invité à participer à ce podcast-là, j'avais comme pas pensé du tout. J'ai pensé même que j'étais peut-être pas la bonne personne pour participer à ce podcast. C'est ça, je me suis dit la culture populaire a pas vraiment de place dans mon écriture. En tout cas, je m'étais dit que j'avais rien à en dire de spécial, mais en me relisant, j'ai réalisé que oui, c'était là, c'était quand même assez présent. Puis en fait, c'est que j'ai pas un propos, dans mon œuvre, il y a pas un propos explicite ou défendu consciemment ou un discours sur la culture populaire ou un espèce de passage un abandon de la culture populaire, ou en tout cas, donc c'est là, mais du moment où je me pose la question, oui, il y a toutes sortes de choses qui en ressortent, et là, c'est ce qui va nous occuper dans les prochaines minutes, mais disons, son rôle premier, je dirais, c'est d'avoir été là, que j'ai été plongé dedans. J'ai été plongé dans la culture populaire, puis ça a pétri mon imaginaire, si on veut, puis quand je remonte le fil de mes souvenirs, ben elle est là, donc ouais. Ouais, c'est ça, c'est les points de repère. Parce que moi, c'était mes points de repère à la lecture aussi. Parce que moi, j'ai grandi en banlieue de Montréal, mais dans l'Ouest, donc à l'île Perrault. Mais c'est les mêmes repères. On avait un Super Club Vidéotron, on avait un Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'était le restaurant. C'est ça, c'est l'idée justement que il y a une expérience partagée. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu à travers le travail de la culture populaire, mais aussi du récit familial. C'est que malgré des trajectoires très, très différentes, il y a une expérience partagée. Puis c'est un peu ça, à mon avis, la culture et surtout la culture populaire. C'est qu'est-ce qu'on a en commun ici, au Québec, en banlieue de Montréal. On a sensiblement aussi, on a pas une très grosse différence d'âge. Donc, c'est comme une certaine vie qu'on a en commun malgré tout. Puis le récit de vie participe de ça, qu'il soit une autofiction
fiction ou biographique ou entièrement fictionnelle. Moi, je pense que de parler de ces expériences, oui, avec des repères culturels comme ça participe à établir des ponts entre le lecteur et l'écrivain aussi. Là. C'est l'importance de ces histoires-là, à mon avis. C'est drôle parce que je t'écoute, puis là, je viens de penser à un chapitre dans Le Comte est bon où je parle du passage de Laval à Blainville, puis là, c'est comme il y a le passage du IGA à l'autre IGA, puis c'est-à-dire que sur le boulevard Curie-Labelle, c'est comme si c'est les mêmes restos, les mêmes épiceries, les mêmes pharmacies. C'est comme, je pense même dans les dessins animés, là, quand la trame, c'est juste la répétition. Quand les personnages courent, c'est la même image qui revient, mais c'est ça, il y a comme d'un endroit à l'autre, quand on est en banlieue de Montréal, il y a le retour, la répétition des mêmes références. C'est le copie-colle de toutes les franchises. Oui, c'est ça, exactement, ben oui. C'est ça, mais même les marques de voitures, là, c'est comme tout le monde avait une Toyota Corolla, là. Puis il y a aussi oui, il y a la culture marchande, là, donc tous ces magasins-là ou ces restaurants-là qui peuplent, en fait, dans lesquels on habite, là, c'est notre environnement aussi dans lesquels on a grandi, mais il y a une grosse importance donnée aussi aux émissions de télévision, à la Nintendo aussi dans l'enfance, là. Donc c'est la console de jeu ou la télévision qui deviennent des passants dans lesquels on se projette ou souvent dans lesquels on prend refuge, là, où on va imaginer une vie meilleure, si on veut, avec certaines séries télé comme La Vie, qui est comme associée souvent au fantasme de vivre sur le plateau Mont-Royal en tant que quelqu'un qui grandit en banlieue. Donc, on veut être comme les personnages de La Vie. C'est quelque chose que on essaie de fuir le quotidien dans l'expérience de ces œuvres-là. Là. Donc ça revient aussi quand même beaucoup dans Le Comte est bon, puis ça revient aussi un peu dans Cindy 16. Là. Ouais. On en parlera peut-être plus tard. Donc, tous ces éléments culturels-là, oui, c'est un récit d'enfance, là. Le Comte est bon raconte un peu l'évolution de l'enfant à travers ses différentes étapes de vie, mais aussi le rapport aux souvenirs, toutes ces choses-là. Mais dans cette espèce d'évolution de vie-là, le roman va présenter un rapport à la culture qui va se transformer au fil du récit de vie. Donc oui, l'enfant va se réfugier, si on veut, dans son Nintendo, souvent dans des moments où les adultes sont en train de discuter de choses. Puis c'est comme, moi, c'est ma Nintendo, ou ce genre de choses-là. Puis l'enfant grandit, puis il va se découvrir en tant qu'être humain. Puis cette transformation va se faire apparente dans un chapitre en particulier. Donc le 5e chapitre 20, parce que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, la numérotation va être ascendante, mais en même temps un petit peu décalée là, de ce côté-là. Donc c'est dans ce chapitre-là qu'il y a l'écart entre la culture de l'enfant et la culture de la famille, mais surtout la culture de la mère, qui est marquée par une expression spécifique qu'on va retrouver dans un passage qu'on pourrait lire. Là. Oui, je peux en lire un extrait, puis après je vais le commenter. Ben oui, donc dans ce 5e chapitre 20, un passage donc qui commence comme ça. T'aimes ça, qu'elle dit, sa mère, sans se rendre compte qu'elle prononce là la phrase inaugurale d'un écart grandissant entre elle et lui, une sorte de décollement qui ne va aller qu'en grandissant. T'aimes ça, qu'elle dit, sans savoir que cette formule témoigne de l'écart qui se creuse entre elle et lui. Un écart qui s'installe par le relais de la musique, des films et des émissions. Un écart qui s'installe quand le fils découvre de la musique, des films et des émissions qui correspondent à son désir à lui, mais pas à son désir à elle. C'est nouveau. C'est nouveau parce que durant longtemps, on aurait dit que la mère et le fils partageaient les mêmes désirs. Durant longtemps, la mère et le fils écoutaient les mêmes affaires. Durant longtemps, le fils écoutait ses téléromans favoris 2 fois. Une fois tout seul en revenant de l'école et une fois à 9h30 le soir avec sa mère après son quart de travail. Durant longtemps, le fils enregistrait ses téléromans favoris sur des cassettes VHS pour les réécouter avec sa mère à 9h30 le soir. Watatata, Wagner ses hommes, L'auberge du chien noir. Toutes sortes d'émissions comme ça. Et tranquillement, un écart apparaît entre les émissions aimées par le fils et les émissions aimées par la mère.
Donc, ouais, c'est vrai que ce chapitre-là, pour moi, il parlait au départ d'un écart entre la mère et le fils, parce que c'est comme plutôt mon angle d'approche. Mais c'est vrai que ce qui se place là, c'est aussi un écart entre les références culturelles. C'est-à-dire la culture populaire qui fait le lien entre le fils et la mère, puis la culture non populaire qui apparaît dans l'horizon du fils et qui, tout à coup, crée un écart entre lui et sa mère. Donc, mais c'est ça, ce chapitre-là, en le relisant récemment, c'est drôle parce que ce thème, ça, déjà en parlant avec les gens, je réalise que tout le monde l'entend d'une façon différente, tu sais, parce qu'on peut interpréter le ton, quel ton, tu sais. C'est pas une expression de dégoût, tout à fait. C'est pas arc, t'aimes ça, tu sais. Puis c'est pas non plus la joie du partage. C'est comme toi aussi t'aimes ça, tu sais. C'est pas ça. Tu sais, c'est plutôt un petit étonnement, mais un petit étonnement dans lequel il y a beaucoup de choses qui se jouent. C'est un moment où le je affirme son individualité au risque de perdre la fusion avec sa mère. Tu sais, une espèce de fusion rassurante, réconfortante, mais qui peut devenir à l'adolescence aussi étouffante là, quand on veut s'affirmer. Mais c'est ça, c'est comme un petit thème ça qui est pas tout à fait conflictuel, mais qui annonce beaucoup de choses. Puis même, je repensais à... J'y avais pas pensé dans l'écriture du livre, mais il y a la pièce de Nathalie Sarraute qui s'appelle Pour un oui ou pour un non, où il y a deux personnages qui dialoguent pendant... c'est toute la pièce est consacrée à ça. Il y a un personnage qui rappelle à un autre que récemment, il lui a parlé d'un de ses projets, puis il y en a un qui répond « Ah, c'est bien, ça ». Puis toute l'intonation du « ça » est comme fait conflit, puis donc toute la pièce porte là-dessus. Donc là, ça m'intéresse quand même le sens là comme ça mais il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans. C'est comme c'est un trou dans lequel on peut se perdre, mais c'est un trou qui exalte aussi, dans lequel on se découvre. Mm-hmm. C'est ça, c'est l'écart qui creuse ce trou-là. Là. Mais ce que j'aime, c'est la manière dont c'est présenté avec les objets de culture populaire, parce que c'est une façon aussi détournée de parler de cet écart émotionnel, l'écart entre les désirs aussi. Ouais. Puis les désirs se manifestent dans qu'est-ce que t'aimes. Est-ce que t'aimes manier ses hommes ou t'aimes la vie? Est-ce que c'est ça peut paraître très anodin, mais il y a quelque chose de chargé dans ce passage-là, à mon sens, parce que c'est le moment où il y a cette séparation qui commence. C'est la première craque dans le fil du récit. Ouais. Où avant, l'enfant et la mère sont assez fusionnels. C'est parce qu'ils vivent dans des petits endroits restreints. Il y a quelque chose de très collé. Les désirs sont en concordance en général. Où l'enfant va apprendre de la manière dont la mère va s'exprimer aussi. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a justement l'expression de l'individualité, mais qui se manifeste par toutes ces références culturelles-là. Donc dans le passage, il y a aussi c'est d'écouter Musique Plus, aimer la musique. Mais qu'est-ce qu'on aime de cette musique-là? C'est qu'elle nous permet d'imaginer, de s'imaginer autrement, de pouvoir... Puis c'est un peu la même chose avec La vie ou le film du soleil plein la tête, c'est qu'on peut se fantasmer dans ces personnages-là, imaginer une vie à venir qu'on doit construire. Mais pour faire ça, il faut se séparer de la mère, il faut se séparer de qu'est-ce que la mère aime. Puis je trouve que c'est bien exprimé parce que c'est à la fois très ordinaire, c'est des références culturelles qui sont partagées avec les gens qui vivent au Québec, là, surtout, mais en même temps très émotionnellement chargé. Oui. Ouais, ben j'avais noté ici, il y a un écrivain, Simon Leduc, qui a un blog de critique musicale, parce qu'il est musicien aussi, puis il avait fait une espèce de critique croisée du Compte est bon, puis du dernier album du groupe Bon Enfant. Puis ça m'avait quand même interpellé parce que j'avais pas vu ça, l'importance de la musique ou des goûts musicaux, ou tout ce qu'il y a d'affectif, tout ce qui est chargé là-dedans, tu sais. Puis il y a comme un moment, là, je le cite, un petit passage où il dit le goût musical est matière délicate. Il fait le pont entre ce qu'on a de plus intime et le monde auquel on appartient. Il est facile d'être emporté par l'émotion quand vient le temps de partager ses coups de cœur et donc de ressentir comme un coup de poignard la grimace de désintérêt des gens qu'on considérait comme proches. Mais c'est vrai que c'est ça, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est ce qu'on aime aussi, puis t'aimes ça. C'est comme, c'est ça crée une espèce de communauté d'appartenance aussi. Ouais. Mais oui, c'est ça. En fait, aussi, je me disais, tu sais, mon livre il est paru en même temps que plusieurs livres qu'on a
en fait, qui posent la question du passage d'une classe à une autre, les livres de transclasse ou de transfuge de classe, qui font un récit d'un changement de classe sociale, puis qui semblent avoir marqué les auteurs, j'allais dire les auteurs, les autrices, mais c'est plutôt des auteurs, il me semble, en tout cas quand je pense à l'époque de la parution du Comte est bon. Donc, moi, ça a jamais été mon projet, mais ça m'a amené à réaliser que c'était là quand même dans le livre. Puis, c'est ça, en fait, c'est que le passage, l'écart, la rupture, il se fait en raison d'œuvres musicales, cinématographiques. Donc, c'est sûr que la culture a un rôle là-dedans. Mais c'est ça, moi, mon angle, mon champ de spécialisation, c'est plutôt la psychanalyse que la sociologie. Puis même si c'est tout à fait complémentaire, selon moi, c'est la raison pour laquelle c'est davantage par le prisme des relations familiales que ça se joue. Donc, mais c'est ça. Il y a aussi un basculement qui s'opère de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à l'âge adulte. C'est un peu comme mes deux livres, c'est comme ces deux passages-là, on pourrait dire. Ce qui se joue, c'est aussi le besoin de trouver une communauté d'appartenance. Tu sais, c'est comme, c'est pas juste changer de classe, c'est aussi trouver des gens qui partagent le même désir. Quelle place il va y avoir dans l'image, à la télé, pour mon désir à moi que je suis en train que je connais pas tout à fait, tu sais. Donc c'est ça, la télé, c'est le monde extérieur qui rentre dans la maison, tu sais, c'est des repères qui nous présentent des manières de vivre. C'est à la fois c'est comme à la fois une ouverture, ça peut être aussi une prison. dans Cindy 16, je parle beaucoup de l'ouverture d'esprit. Puis, c'est ça, l'ouverture d'esprit dans laquelle j'ai pu ou ne pas baigner, mais celle aussi qui peut être ou non représentée à la télé. Tu sais, des fois, je repense aujourd'hui aux émissions télé que j'écoutais qui appartiennent à la culture populaire, là, des téléromans, des téléséries, qui me faisaient très rire, en fait. Là, c'est-à-dire, c'est que c'est des trucs qu'on aime. J'aimais beaucoup écouter la télé, tu sais, mais quand j'y repense aujourd'hui ou que je les réécoute parfois là, sur YouTube, que je réécoute des séries que je vais pas nommer, ben tout à coup, ça me fascine à quel point il y a de l'homophobie, de la grossophobie, du racisme. C'est ça, dès qu'un, bon, c'est moi ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est dès qu'un personnage masculin a un geste ou une pensée traditionnellement associée à la féminité, ben là, c'est ridicule, c'est drôle, on essaie de faire rire avec ça, avec ces passages-là. Donc quand t'es un jeune ado qui se découvre, qui a tout le temps ça devant les yeux, ben en effet, c'est comme c'est assez contraignant, c'est comme une espèce d'étau, puis en effet des films comme Du soleil plein la tête, c'est même pas que Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est même pas tant parce que ça représente l'homosexualité, c'est pas ça, mais c'est juste ça représente une autre façon de désirer, d'autres scénarios, puis là c'est ça, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ouais. Oui, c'est ça, mais tu le dis bien au sens où une prison, j'irais peut-être pas à dire jusque-là, mais c'est définitivement un cadre qui essaie d'être reproduit et qu'on va assimiler aussi à force d'écouter ces émissions-là, de savoir, OK, c'est quelles blagues qui sont populaires à la télé, des blagues sexistes, grossophobes, racistes, ce genre de choses-là. Mais il y a cette idée-là qu'il y a une ouverture sur le monde, dans un monde où, là, parce que Cindy ça parle vraiment plus de la découverte du désir homosexuel, donc c'est surtout ces représentations-là qu'on va chercher à la télévision, mais qui vont nous permettre d'apprendre sur nous-mêmes, mais aussi d'assimiler des types de comportements, des façons de vivre qui sont pas nécessairement très saines parce que dans les années 2000, il y avait pas beaucoup de représentation de couples homosexuels, puis c'était le trope, c'était que ça finit toujours de façon très très tragique là. Donc on appelle ça souvent le trope de bury your gays là, où il va y avoir peut-être l'idée qu'il y a une relation homosexuelle qui va pouvoir se développer, puis il y a quelqu'un qui meurt, ou il y a quelqu'un qui trompe quelqu'un d'autre, ou il y a toujours une tragédie qui vient empêcher la représentation saine d'un couple gay. Ça c'est le trop. Mais on l'a encore un peu aujourd'hui, mais évidemment la critique puis
va aider à avoir des meilleures représentations. Là, c'est sûr que on est tout le temps en train de se battre pour ce genre de choses-là. T'sais, moi, personnellement, j'ai découvert ma bisexualité en regardant Buffy contre les vampires. T'sais, c'est quelque chose que tu peux pas imaginer. Surtout en tant que personne bisexuelle, tu te dis, ah, mais il y a un de mes désirs qui est très normal, qui est accepté. Je peux pas imaginer qu'il y a quelque chose d'autre. Puis en regardant la télé, t'es comme, ah, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. C'est ce genre de choses-là, mais on cherche ces représentations-là. Je suis en plein là-dedans, là, ouais. La réécoute de Buffy contre les vampires. J'ai écouté ça hier soir. Wow. Ouais. Ben, tu sais, si tu veux, j'avais comme préparé un autre extrait oui. un peu lié à tout ça, puis je vais rebondir après sur... moi, c'est pas Buffy, c'est Dawson's Creek. Mais bon, c'est ça, dans mon chapitre, la pâte collante, dans Cindy 16, je parle de cette expérience-là, d'écouter des séries télé dans lesquelles il y a, disons, une forme de ridicule associée à l'homosexualité. Bon. Donc, il y a toutes sortes de personnages, de pratiques et de relations qui nous rendaient mal à l'aise, qu'on regardait de haut, en fronçant les sourcils et en levant la lèvre supérieure. On n'était pas mieux qu'un autre. J'ai honte aujourd'hui quand j'y pense. J'ai honte quand je repense à ces séries télévisées que je regardais, dans lesquelles on veillait à bien distinguer les hommes des femmes et les femmes des hommes. J'ai honte quand je repense à ces séries où la manière de provoquer les rires consistait à faire aux hommes des affaires de femmes et aux femmes des affaires d'hommes. Ha ha. Quand je repense à ces séries que j'engloutissais 6 heures par jour, je me dis qu'il devait être difficile d'acquérir une véritable ouverture d'esprit. Les hommes sont comme ci et les femmes sont comme ça. Ha ha. Regardez une femme plus grande que son mari. Ha ha. Regardez, c'est la femme qui conduit la voiture dans ce couple. Ha ha. Comme elle conduit mal, comme c'est ridicule. Donc c'est aussi réaliser que on trouvait ça ridicule nous aussi, tu sais, c'est ça quand tu parlais d'un cadre tout à l'heure, c'est qu'on était en plein dans le cadre, puis c'est avec l'écart entre l'événement puis l'écriture du roman que là on voit un peu le ridicule. Mais donc moi c'est ça, comme je parle aussi d'un chapitre où il y a une scène dans la série Dawson où là il y a 2 garçons qui s'embrassent, puis là je parle du fait aussi de l'enregistrer, d'appuyer sur pause pour pouvoir la revivre aussi. C'est comme si dans tout mon imaginaire ou dans cette vie dans laquelle moi j'ai fait mon secondaire il y a une vingtaine d'années, j'ai terminé mon secondaire il y a une vingtaine d'années, donc c'est différent aujourd'hui, mais il y avait aucun couple, puis c'est quand même une grande polyvalente de 3000 personnes, il y avait aucun couple gay affiché, donc t'en vois pas nulle part, t'en vois pas à l'école, t'en vois pas à la télé, t'en gay, vois pas c'était une insulte là. Oui c'est ça, clairement, puis malheureusement il semble y avoir un retour aussi à ça aujourd'hui, tu sais, donc ces petits moments-là, c'est comme... Puis c'est aussi avant les technologies, avant les réseaux sociaux, fait que c'était le VHS là, qui permettait de le capter. Donc, je me suis intéressé dans Cindy 16 à toutes ces espèces de petits glitches dans l'ordre du monde, on pourrait dire, puis qui apparaissaient aussi avec la culture pop. Canal Indigo, qui présentait des films porno gays, donc il y avait des bandes-annonces le soir, puis même l'espèce d'impression d'atteindre un monde caché quand tu réalises que dans les chaînes brouillées, des fois, il y a des flashs qui apparaissent parce que le brouillage est comme moins brouillé, puis là il y a comme des scènes où tu vois des hommes avoir des relations sexuelles, donc c'est comme quand on est ado, on s'accroche à ces petits moments-là comme une espèce de bouée. Puis ce qui est drôle, c'est toujours notre petite affaire honteuse à soi, tu sais. Puis là, depuis que le livre est paru ou que, tu sais, les gens me disent ah oui, hey, moi aussi Canal Indigo, moi aussi Buffy, moi aussi, bon. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça aussi, c'est que dans Cindy 16, il y a le côté un peu plus tragique de tout ça, tu sais, c'est que ça raconte une première histoire amoureuse sous le signe de la manipulation psychologique, tu sais, c'est-à-dire que étant donné que le cadre était tellement serré et qu'il y avait pas de place pour l'amour là, comme dans cette adolescence-là, ce qui fait que la première personne qui se présente, qui témoigne un intérêt amoureux, on a l'impression que ça va être la seule. Puis là, dans le cas raconté ici, c'est un prédateur. Donc voilà, c'est comme disons l'estime de soi, c'est toujours difficile quand on est adolescent, mais c'est encore plus difficile quand on n'a pas
de repères de personnes pour s'identifier ou dans lesquelles se reconnaître. Ouais. Oui, c'est ça, parce que tu le mentionnes, tu sais, oui, c'est la découverte du désir homosexuel, mais cette rencontre-là, surtout tu parles de honte, mais j'ai besoin que c'est le thème qui traverse aussi Cindy 16, c'est la honte, là. La honte d'avoir vécu avec quelqu'un comme ça, de pas s'en être rendu compte. Puis il y a une phrase, notamment dans le chapitre là, sur le Canada Indigo, puis qui s'appelle les Schtroumpfs porno, qui est un magnifique chapitre. C'est ça parle justement de l'épisode de Dawson où deux garçons s'embrassent, puis à un moment donné tu te dis oui, il y a pas beaucoup de représentation, mais c'est parce que les prédateurs n'attendent que ça, des jeunes garçons qui sont en manque justement de toutes ces représentations-là, sont en manque de pouvoir assouvir leurs désirs parce qu'ils n'ont pas ça dans leur vie, puis ils vont profiter justement de cette ignorance-là, de cette un isolement, même. Oui, un isolement, mais espèce de... on est désespéré de pouvoir avoir accès à l'amour, parce que tout ce qu'on a, c'est un bec sur Dawson, puis le flou du Canada Indigo, puis on essaie de regarder des films porno à travers. Je veux dire, c'est pas ça, avoir une relation. Là. Ben non. On a cet écart-là qui s'instaure dans le travail de l'écriture, l'écart entre les personnages, entre la mère, le fils, l'écart aussi entre les souvenirs et le réel. On a ces repères-là. Le travail de la culture populaire vient nous donner des repères où on va essayer de s'accrocher à ça pour savoir qu'est-ce qui est vrai, mais c'est aussi tout le travail et de Le Comte est bon et de Cindy 16, de l'autofiction et d'écrire un récit de soi, mais qui vient brouiller les pistes, qui vient remettre en question aussi tous les souvenirs. Puis il y avait un passage dans Le Comte est bon que j'aimais beaucoup où tu parles plutôt du travail de la thèse, du travail de la recherche, puis tu dis le travail de la thèse consiste à repérer les coïncidences, mais faut pas trop les forcer non plus. Mais je voyais aussi dans le travail de l'autofiction ou le travail surtout de la lecture du récit de soi, on consiste souvent à essayer de repérer les coïncidences entre moi et l'autre, entre le récit que je suis en train de lire puis qu'est-ce que moi je suis en train de vivre. Donc on en parle aussi depuis le début de la discussion où quand on lit un récit de soi, que peu importe si est écrit est vrai ou pas, donc c'est pas ça nécessairement qui est important, on va avoir tendance, malgré nous, à essayer de savoir est-ce que c'est ce qui est vraiment arrivé à l'auteur, parce que l'auteur et le personnage ont le même nom, là, donc c'est ce que Philippe Lejeune décrit avec son pacte autobiographique, c'est que l'effet pragmatique de la lecture, quand on va lire un texte où le personnage et l'auteur ont le même nom, ben ça va être notre réflexe de vouloir associer l'un à l'autre, puis de prendre pour acquis qu'est-ce qui va être écrit. C'est réel. Donc, ce sont des événements vérifiables réels. Puis, qu'est-ce que tu fais dans ces deux romans-là? C'est de nous dire, faites pas confiance à ce que j'ai écrit parce que j'essaie de brouiller les pistes, j'essaie de retrouver la trace de mes souvenirs. Ben, en même temps, ils sont pas clairs. Je doute de qu'est-ce que j'ai réellement vécu, mais en même temps, j'ai changé des noms, j'ai changé des faits, j'ai changé des lieux même. Donc, on peut pas nécessairement se fier à ça. Puis, en tout cas, mon expérience de lectrice, souvent, c'est, j'essaie de voir les coïncidences entre ma vie et qu'est-ce que je suis en train de lire, qu'est-ce que ça me révèle aussi sur moi-même, sur mon expérience, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que j'essaie de figer dans ces romans-là, c'est non plus nécessairement les faits, parce que c'est plus ça nécessairement qui est important. Tu viens brouiller les pistes, tu viens comme jeter le feu là-dedans, mais c'est tout le travail d'essayer de reconstruire des souvenirs. Puis ça m'a vraiment... ça vient me chercher beaucoup à la lecture de tes livres parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de difficultés dans mes recherches aussi, là, donc je travaille souvent sur l'idée d'essayer de retracer ces souvenirs pour penser notre rapport à la culture. Puis... c'est quoi la véracité d'un souvenir incomplet? Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Là? Comment ça peut nous aider à mieux comprendre la vie autour de nous aussi? Là? Donc, d'essayer de reconstruire ça. Là. Ouais, ben dans le fond, oui, c'est super important. Puis je pense qu'il faut reconnaître l'incomplétude des souvenirs. En fait, à quoi ça sert? Ça sert aussi à montrer comment la mémoire fonctionne. Là. C'est-à-dire que tous les souvenirs ont
part de fiction ou d'invention, puis moi je m'amuse beaucoup avec ça, c'est-à-dire que en effet il y a une part du travail autofictionnel qui est éthique, là. C'est aussi brouiller les pistes avec le réel, ou en tout cas le mettre en doute, en question aussi, parce qu'il y a des personnes réelles qui peuvent se reconnaître, puis je m'amuse à donner plusieurs versions de l'histoire pour qu'on puisse choisir et puis mettre en doute. Donc cette part-là, un rapport au réel, puis que j'essaie de ruser, tu sais, entre... Je reviens souvent au fait que moi, mon entrée en littérature, elle a été faite, c'est-à-dire que les premières œuvres littéraires qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie de poursuivre en études littéraires, ben c'est Hervé Guibert, Christine Angot, Nelly Arcan, bon des auteurs, autrices qui jouaient avec le réel, puis qui revendiquaient le droit de tout dire, puis je suis pas tout à fait j'en suis pas là maintenant aujourd'hui, là, c'est pas je revendique le droit de tout dire, mais je trouve qu'il y a toujours une ruse possible, tu sais, entre représenter le réel ou ne pas le représenter, il y a comme une ruse, ça implique des inventions, des brouillages. Mais aussi, c'est ça, c'est que j'essaie de dire quelque chose sur la mémoire elle-même. Puis il y a comme, bon, la notion de souvenir écran, moi, qui me sert beaucoup. J'y reviens souvent, je l'enseigne aussi. Bon, il y a comme un tout petit texte de Freud là, qui s'intitule Sur les souvenirs écrans. Puis dans ce texte-là, bon, en tout cas, la notion elle-même, ce qu'elle essaie de dire, c'est que parfois, on commence à se souvenir. Tu sais, ça défait un peu l'espèce d'idée qu'il y a un événement et son récit, puis qu'il y aurait comme une ligne droite entre les deux. C'est-à-dire, je peux vivre quelque chose à 5 ans, à 10 ans, commencer à m'en souvenir, c'est-à-dire cette scène-là vécue, elle émerge, elle fait saillie dans la multitude des scènes vécues, parce qu'évidemment, on se souvient pas de tout ce qu'on vit, mais tout à coup, il y en a une qui émerge, puis peut-être qu'à 15 ans, je me mets à la raconter. Bon. Puis, ce qui fait que là, quand je la raconte, comment je la raconte, les mots que je choisis, le cadrage que je choisis inconsciemment, ben, il parle peut-être davantage du moi à 10 ans que du moi à 5 ans, même si ça raconte une scène vécue à 5 ans. Donc, la manière dont on cadre nos souvenirs, ou la manière dont les souvenirs se cadrent, on dit quelque chose de notre désir ou d'une situation qui est toujours qui a pas toujours complètement à voir avec l'événement raconté. Donc, moi, souvent, c'est un peu l'espèce de principe. J'ai l'impression que chaque chapitre de mes livres peut être lu comme comme le travail sur un souvenir, puis essayer de le défiger. Tu sais, je pars avec la scène de départ, celle qui reste, la trace, puis là j'essaie de la relire autrement, puis là je fais des cercles, puis bon, donc c'est aussi lié à mon expérience de la psychanalyse, qui est pas juste un savoir théorique avec lequel j'appréhende la littérature, c'est aussi une expérience, là, c'est-à-dire avoir passé plus d'une dizaine d'années à 1 ou 2 fois par semaine raconter les mêmes souvenirs pour essayer d'en tirer quelque chose. Là. Mais c'est ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que la culture populaire s'insère d'une certaine façon là-dedans, parce que les événements vécus, on va jamais y avoir accès. Tu sais, je pourrais jamais retrouver la scène à 5 ans telle quelle pour voir quel est l'écart entre le récit que j'en fais et l'événement vécu. Mais les traces de la culture populaire, ben elles restent. Ce qui fait que, à la limite, bon, l'épisode de l'Apollo d'or, si je fais des recherches, je vais pouvoir le retrouver. Il est quelque part dans les archives à TVA. Les gâteaux vachons, je vais pouvoir en manger aujourd'hui. En principe, ils doivent goûter la même chose qu'à l'époque. En tout cas, c'est censé être les mêmes ingrédients, mais peut-être pas. Là. Des fois, ça se transforme. Les épisodes des Simpsons aussi, je vais pouvoir les retrouver. Puis, ce qui est quand même intéressant, c'est que quand on retourne sur la trace de ces éléments-là, tu sais, où j'ai aussi la chanson de Julie Masse, là, avec laquelle je commence le Conte est bon, ben, c'est-à-dire que là, on va le voir, l'écart. C'est-à-dire que il y a un écho, il y a une ressemblance, mais c'est comme si la fonction de la culture populaire aussi, en tout cas dans la démarche, c'est de me prouver que le souvenir est pas fiable, que le souvenir est jamais fiable, parce que en fait, c'est ça, c'est jamais tout à fait pareil. Tu sais, des fois, j'écris à partir de mon souvenir, puis là les gens me lisent puis ils disent mais non, c'est pas comme ça. Tu sais, dans Cindy 16, c'est à ton tour Laura Cadieux, ou même je parle de My Octopus Teacher, qui est un documentaire sur Netflix. Ce que j'en dis, c'est pas tout à fait fidèle au vrai documentaire, mais je fais le choix de laisser ça là parce que ça participe de ma démarche. Oui, c'est ça, parce que le travail du souvenir, c'est de déformer ces choses-là aussi, mais qu'est-ce qui en reste est
aussi intéressant, sinon plus, que le réel d'aller sur Google Maps et d'aller voir il était où le IGA sur le boulevard Curie-Labelle. C'est pas intéressant. Ben non, puis c'est comme la première chose qui nous intéresse en psychanalyse, là, c'est-à-dire c'est jamais les faits objectifs. C'est pas important. Ben, c'est-à-dire sur le plan éthique ou légal, on a besoin de trouver des fois les faits objectifs là, pour situer la faute d'un côté ou de l'autre. Mais sur la scène psychanalytique puis sur la scène littéraire, c'est une autre question qui se pose. Donc c'est pas tant le fait objectif que comment ce fait-là a été absorbé, puis qu'est-ce que j'en ai fait, puis comment je me suis construit autour de lui, comment ça a pu me servir de percevoir ou de cadrer un événement de telle manière, comment ça a pu me servir de me voir par exemple en victime du vol de bonbons qui aurait été approuvé par la mère. Qu'est-ce que ça dit de moi, cette espèce de asymétrie là? Est-ce que elle est réelle? Qu'est-ce qui arrive si je me mets à penser que peut-être je l'ai volé en connaissance de cause? Puis bon, donc c'est de revoir c'est quoi les autres versions du souvenir possibles, autres que celles qui restent initialement. Là. De faire comme est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Est-ce que ça serait pas plutôt passé de cette manière-là? Ben, j'ai retrouvé une phrase qui m'avait vraiment marqué de ce point de vue-là. Là, dans Cindy 16, c'est écrit « Il faut faire le deuil du réel quand on décide de raconter. Il faut faire le deuil du réel tout le temps. C'est comme ça. » Puis je pense que c'est vraiment ça aussi. On fait le deuil du réel, mais c'est pas parce qu'on essaie pas de le retrouver, c'est qu'on va le retrouver d'une autre manière, en racontant des souvenirs. Il y a comme une idée aussi que la mémoire a un travail de sédimentation, puis qu'est-ce qui reste, l'espèce de portrait qui va en rester. Ça en dit, comme tu le disais, plus sur nous maintenant. Là, donc, c'est tout le travail du souvenir écran. Là. On parlait de plusieurs versions de l'histoire, puis ça me fait penser à... c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais Donna Haraway, quand elle parle de savoir situer, notamment en recherche féministe, l'idée de ça, c'est d'essayer d'arriver à une objectivité qu'elle appelle féministe, au sens où c'est plutôt la rencontre des perspectives partielles. Là, ici, il y a l'idée dialogique là, entre plusieurs personnes qui ont vécu un événement puis qui vont partager justement leurs perspectives. Puis je pense que tu le fais un peu de façon... presque schizoïde là, dans le conte est bon, d'essayer de voir ok, ça c'est ma perspective à moi, c'est quoi la perspective de ma mère maintenant, mais en même temps c'est pas la vraie perspective de la mère, c'est la perspective de l'adulte qui imagine l'enfant, qui imagine donc mais il y a quelque chose ici on essaie d'atteindre le réel par toutes ces versions déformées là, par toutes ces perspectives différentes où on met en doute, mais on est en train d'essayer de faire un portrait très très complexe d'un événement qui est arrivé pour arriver à quelque chose. À quoi on arrive après. En termes de questions féministes, notamment dans Cindy 16, et aussi dans le conte est bon, tu me mentionnes souvent ton arrivée, ton travail à l'université en tant que professeur, en tant que personne qui utilise, la psychanalyse dans sa façon d'appréhender, la littérature, mais c'est dans l'enseignement. Tu cites même des auteurs, des chercheurs. Là. Donc, dans Cindy 16, tu cites Sarah Ahmed, que j'aime beaucoup, qui est sur son livre « Phénoménologie queer ». Donc, je serais curieuse de t'entendre sur justement ces ponts-là entre recherche et littérature, puis peut-être qu'est-ce qui te motive, si on veut, à parler de ça dans des livres littéraires? Parce que notamment, c'est plutôt le chemin inverse qu'on fait. Donc, on va prendre la littérature, puis on va en faire une thèse. Cette thèse-là va être lue par d'autres universitaires. Puis ça va rester dans la bibliothèque, en général, à moins que ce soit publié autrement chez Nota Bene ou peu importe. Là. Donc, pourquoi citer justement des chercheurs? Pourquoi parler de recherche dans un roman ou dans de la littérature? Oui, il y a toutes sortes de manières de répondre à cette question-là. C'est-à-dire que déjà, le passage à l'université, il fait partie de mon récit. C'est comme, disons, l'agrandissement de cet écart, là, toujours plus grand. Puis c'est ça. Puis c'est un passage à l'université, c'est un passage... pas à n'importe quelle université aussi, c'est un passage à l'UQAM, puis une université dans laquelle il y a ces liens entre recherche et création, c'est valorisé en tout cas par plusieurs collègues aujourd'hui qui sont mes collègues. Donc la recherche-création,
Aussi, bon, il y a une place pour l'enseignement de la culture pop. C'est pas, disons, le filon que moi j'ai choisi dans mes études, mais ça faisait quand même partie du fait que je pouvais me reconnaître dans cette institution-là, puis j'ai pu y trouver une place sans sentir que l'écart était trop immense, là, comme entre mes références avec lesquelles j'arrivais à l'université. Puis donc c'est ça. Mais il y a un chapitre dans le Comté bon où tu l'évoquais tout à l'heure, la recherche des coïncidences. Ben moi j'ai trouvé dans l'approche psychanalytique, disons, une méthode de lecture qui m'a permis d'avancer malgré l'angoisse de ne pas avoir acquis une somme de connaissances savantes. C'est comme si pour moi la psychanalyse, avant d'être aussi une somme de concepts puis de théoriques, c'est aussi une sensibilité à la poétique, à la parole, à la langue d'un auteur ou d'une autrice. Donc j'ai fait ça beaucoup dans mes premiers travaux, c'est me plonger dans une voie, lire l'entièreté de l'œuvre d'Hervé Guibert, après ça l'entièreté de l'œuvre de Michael Delisle, d'Hervé Bouchard, pour essayer de voir qu'est-ce qui travaille ces œuvres-là, comme qu'est-ce qui appartient à leur subjectivité qui s'est déposée justement dans leurs œuvres. C'est ce que Roland Barthes appelle des biographèmes, ouais. C'est des traces de subjectivité qui partent de la vie sans réellement en parler. Oui, tout à fait. Puis donc, c'est ça, mais moi, je continue à... Tu sais, j'ai récemment, dans les dernières années, je me suis retrouvé à aller dans des classes à l'université, parler du Comté bon, puis je trouvais ça quand même intéressant à faire parce que je le fais pas dans mes propres classes. Évidemment, j'enseigne pas mes livres, mais j'ai écrit mes livres un peu à partir de la somme de mon savoir théorique, là, même si c'est pas explicite. Reste que j'écris à partir de tout ce que j'ai lu sur le souvenir, bon, tout ce qui m'a formé finalement à l'université. Donc c'est présent, puis donc c'est pas explicite, mais des fois c'est explicite. C'est-à-dire que des fois je me suis amusé à le dire. Bon, tu parlais du chapitre sur Sarah Ahmed parce que ça m'avait tellement marqué, cette idée de l'orientation sexuelle pensée avec l'orientation dans l'espace, parce que là c'est comme si ça permettait de dire quelque chose sur aussi les déplacements dans l'école secondaire, tourner en rond parce qu'il y a aucune communauté d'appartenance, puis là finalement on bouge, puis là je faisais un lien entre ce mouvement-là puis celui de marcher sur la rue Sainte-Catherine, puis se sentir vu, puis bon, donc ça c'était important pour moi, mais en fait c'est ça, c'est important dans Cindy 16, c'est comme si toute la deuxième partie du livre, la littérature apparaît, elle sert à boucler aussi le livre, donc ouais, je pense de plus en plus, c'est-à-dire que oui, il y a une place pour la théorie dans l'écriture, même si c'est pas toujours très très marqué. Mais il y a une place aussi pour la littérature, dans ma façon de penser la théorie, puis ces liens-là, pour moi, sont de plus en plus inextricables. C'est-à-dire que la création littéraire a commencé à prendre une place aussi dans mon enseignement, puis après avoir publié Le Comté bon, j'ai construit un séminaire de maîtrise en création, écriture et psychanalyse, où là, on prend comme point de départ, l'association libre, l'identité, le souvenir, le trauma, pour penser l'écriture littéraire. Donc, ces chemins de traverse-là, pour moi, maintenant, sont comme obligatoires, ou en tout cas naturels, Oui. Puis il y a aussi tu sais, dans Cindy 16, il y a un trajet intéressant au sens où on essaie de raconter une histoire, mais on n'est pas capable de le faire. Fait que souvent, on va faire des détours pour finir par y arriver au final. Donc, puis c'est ça ici, c'est de dire, je suis pas capable de raconter mes 2-3 ans avec Marc-Alain. Fait que je vais vous parler de Sarah Ahmed. Puis je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu sur une pieuvre. Puis je vais vous parler de ça. Mais au final, on y revient. Mais c'est ça, c'est qu'on y revient parce que, tu sais, j'aime ça faire des liens. J'aime toujours ça faire des liens. Puis j'ai l'impression que si on associe librement, là, il y a un chapitre où c'est plus explicite, là, le chapitre sur My Octopus Teacher, c'est que je commence avec une espèce d'idée. Je sais pas. Puis en effet, le mouvement de l'écriture est mis de l'avant, là, c'est-à-dire qu'en effet, ce chapitre-là, je le commence, puis c'est comme si je tiens à quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Puis là, si le point de départ, c'est l'espèce d'affect ressenti en regardant la pieuvre sortir de l'eau. Puis là, je me dis, ça me donne tellement un effet puissant, ce moment-là. Pourquoi ça me fait ça? Tu sais, parce que concrètement, il y a rien de si incroyable là-dedans, mais là, j'essaie d'interpréter l'affect. Puis là, en essayant de l'interpréter, ben là, je prends des détours. Puis là, je parle de l'écart entre l'air et l'eau. Puis là, tout à coup, je me mets à parler d'Ursula dans La Petite Sirène, puis l'effet qu'elle me faisait quand elle sortait de l'écran, parce que quand j'étais
enfant, je pensais que les écrans, c'était aussi ce qui nous filmait, donc la frontière entre la télé puis le dehors et l'intérieur du salon, qui est aussi l'intérieur de la chambre. À un certain moment, il y a comme une espèce de porosité. Donc là, c'est ça, je fais des espèces de détours, puis je pense, c'est un peu aussi ça le mouvement en psychanalyse, c'est que en faisant des détours, on finit toujours par se rendre quelque part. Tu sais, si on se laisse porter par notre émotion, par ce qu'on n'avait pas réfléchi d'avance, il y a comme une phrase où je dis c'est à force de décrire la couleur du plafond qu'on va décrire la couleur de notre enfance, tu sais, parce que si je me dis je vais parler de mon enfance, peut-être que je vais rien trouver, mais si là je commence à décrire le coin du mur, puis ce bleu là, ce bleu là il me rappelle tel autre bleu, qui me rappelle tel truc, qui me rappelle tel truc, en tout cas dans mon expérience à moi, ça finit toujours par nous amener vers ce qui résonne le plus, puis c'est l'enfance. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, puis tout ça passe par le processus d'écriture parce que c'est en racontant qu'on peut y arriver. Exact, c'est ça. Parce qu'on peut faire ce chemin-là dans notre tête, mais on va pas avoir réussi à si on veut communiquer cette couleur de l'enfance là. Ouais. Je pense qu'on pourrait conclure sur la couleur de l'enfance. Donc, merci beaucoup, Louis-Daniel Godin, pour la discussion. Merci à toi. Pour les idées. Et je vous conseille fortement, si vous l'avez pas déjà fait, d'aller lire et Le Conte est bon et Cindy XVI. C'est toute une expérience. Puis ça m'a vraiment inspiré pour la suite. Merci, Mégane. Merci d'avoir écouté cet entretien, réalisé en collaboration avec la chaire de recherche en histoire culturelle des pratiques non dominantes. Pour découvrir d'autres épisodes des Voix de la création, rendez-vous dans la médiathèque du CRILC ou sur votre plateforme d'écoute préférée.